la plateforme de la communauté de pratique. Je pense que ça fait le tour. Oui, donc Carl et Marion, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Parfait. Vous m'entendez? Tout fonctionne? Oui, je t'entends très bien. Et on voit le partage d'écran? Oui, Génial. Parfait. Je vais faire d'abord juste le toute petite introduction avant de laisser la parole à Marion. Donc voilà, est-ce que ça fonctionne? Oui, parfait. Donc, d'abord et avant tout, bonjour. Petite parenthèse de divulgation des conflits d'intérêts. Ni moi ni Marion n'avions de conflit à déclarer pour la présentation d'aujourd'hui. Je vais vous présenter très brièvement les objectifs pédagogiques de notre présentation. Essentiellement, au bout de cette heure de présentation, vous devriez être en mesure de pouvoir décrire la maladie de Lyme et son portrait épidémiologique au Québec, ainsi que le programme de surveillance intégrée de la maladie de Lyme dans la province. Vous devriez être aussi en mesure de connaître les mesures de prévention et les outils disponibles au provincial, au fédéral, euh, pour, euh, pour s'en protéger et finalement connaître certaines initiatives de formation et de sensibilisation par rapport à la maladie. Le plan de la présentation d'aujourd'hui respecte grosso modo les objectifs que je viens de vous présenter. On peut diviser la présentation en 3 segments. Le point 1 et 2 qui vont être couverts par Marion sur vraiment le portrait épidémiologique et le programme de surveillance. Les points 3 et 4 qui vont être présentés par moi-même sur la prévention, la santé professionnelle et les initiatives. Et finalement, en dernier lieu, une période d'échange et de questions à micro ouvert. Donc voilà, je cède la parole à Marion. Veux-tu prendre le contrôle, Marion, ou est-ce que je change les diapositives pour toi? Tu peux me donner le contrôle ou je le demande? Euh, oh, voilà. Attends, est-ce que ça marche? Oui. Ah ok, c'est un peu lent, c'est bon. Merci Carl, bonjour à tous. Donc la première partie va porter sur plus la partie épidémiologie de la maladie de Lyme, rappeler ce que c'était. Certains d'entre vous sont peut-être déjà familiers avec la maladie, mais ça nous paraissait important pour ceux qui le sont moins, puis ceux qui ne sont pas du Québec aussi, de comprendre qu'est-ce que c'est que cette maladie, comment elle se transmet, avant d'aborder plus la partie propre au Québec. Donc tout d'abord, la maladie de Lyme, si j'arrive à changer mes slides. Ok. Donc la maladie de Lyme, c'est une maladie qu'on retrouve dans de nombreuses régions du monde, particulièrement dans l'hémisphère nord. On la retrouve dans quelques régions de l'hémisphère sud, mais c'est surtout dans l'hémisphère nord où il y a plus les vecteurs puis les hôtes qui lui conviennent. Il y a différentes espèces de bactéries, donc c'est causé par une bactérie, Borrelia burgdorferi. Puis il y a plusieurs sous-espèces ou souches à travers le monde. On peut diviser entre l'Eurasie, l'Europe, puis l'Amérique du Nord. Mais ça reste le même complexe bactérien. Donc cette bactérie, comment elle se transmet? Son réservoir, c'est surtout les petits mammifères sauvages, les petits rongeurs. Ici au Québec, c'est la souris à pattes blanches, mais on a aussi le tamia de Sibérie qui peut être un bon tamia de Sibérie et autres espèces de tamia qui peuvent être un bon réservoir. Puis elle se transmet obligatoirement par un vecteur qui est une tique à pattes, une tique dure, pardon, qui permet de transmettre la bactérie d'un mammifère à un autre. Donc la tique va piquer un rongeur infecté, puis transmettre la bactérie au prochain rongeur qu'elle va piquer. Donc de la même manière, il y a plusieurs vecteurs selon les espèces, selon la région du monde. En Amérique du Nord, on a Ixodes scapularis qu'on trouve dans la partie est du États-Unis, Canada, puis il y a une autre espèce, Ixodes pacificus, qu'on trouve plus à l'ouest de l'Amérique. Donc nous, au Québec, c'est Ixodes scapularis. Donc vous pouvez bien voir là à quoi il ressemble, son petit plastron orange avec un écusson, un bouclier noir. Puis là, vous la voyez en action, c'est-à-dire qu'elle est sur son brin d'herbe et son principe pour trouver un nouvel hôte, c'est qu'elle tend vraiment les bras, puis elle s'accroche au moindre animal qui va passer à sa proximité et elle va s'accrocher dessus et essayer de le piquer pour faire le repas de sang. Donc c'est généralement des rongeurs, ça peut être aussi des plus grands mammifères comme des chevreuils ou des cerfs. Et puis si un être humain passe à proximité, elle ne va pas faire la différence, elle va s'accrocher, que ce soit un homme, une femme, un enfant.
elle va s'accrocher et essayer d'aller prendre son repas de sang. Si la tique est infectée, ça pourrait être l'occasion que la bactérie se transmette à l'homme. Donc, où est-ce qu'on retrouve cette tique? La tique à pattes noires, elle aime les milieux boisés, elle aime les milieux humides. On va la retrouver ici, vraiment au sol, dans les feuilles mortes, dans la végétation basse. On ne va pas la retrouver dans les arbres, elle ne va pas vous tomber dessus quand vous allez marcher dans la forêt, elle ne saute pas, elle ne vole pas. C'est vraiment à terre ou dans les petits brins d'herbe sur lesquels elle va monter. Elle déteste la chaleur et surtout la déshydratation, la dessiccation. C'est pour ça qu'on la retrouve plutôt dans les milieux boisés et plutôt dans les boisés feuillus, style érablière. Ça a été trop vite. Donc, les conditions pour avoir la maladie, c'est d'abord se faire piquer par une tique qui est infectée. Et puis, il faut que la tique reste suffisamment sur l'hôte, accrochée à l'hôte, pour que la bactérie ait le temps de se transmettre de la tique à l'humain. Il faut, on compte environ 24 heures pour que la bactérie ait pu passer de la tique à l'être humain. Donc, si on arrive à enlever la tique dès qu'on la voit sur nous, la bactérie n'aura pas eu le temps de se transmettre. Les premiers stades de la maladie arrivent dans les 3 à 30 jours après la piqûre. Ça va être des symptômes grippaux, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires. On peut aussi avoir l'érythème migrant qui est là sur la photo. Donc, c'est une rougeur cutanée en forme de cible qui va s'agrandir avec le temps. Donc là, sur la photo, on voit la représentation parfaite et typique de l'érythème migrant, mais la présentation est assez variable selon les gens, selon la localisation sur le corps. Si la maladie n'est pas traitée, d'autres symptômes peuvent apparaître comme des articulations douloureuses, on peut avoir des troubles un peu du système cardiaque et du système nerveux. Puis si la maladie continue d'évoluer, ça va plutôt évoluer en arthrite chronique, en arthrite de Lyme, ou des problèmes neurologiques avec des paralysies faciales, par exemple. Est-ce qu'il y a un traitement pour cette maladie? Oui, un traitement antibiotique. Les patients répondent généralement bien à ce traitement, mais il faut savoir que le traitement doit être pris assez tôt dans la maladie pour que la réponse du patient soit la meilleure. Quand on arrive à des stades plus avancés, ça prend plus de temps à guérir la personne, puis il peut y avoir eu des conséquences, des complications, des séquelles liées à l'accumulation de symptômes. Est-ce qu'on a un vaccin? Actuellement, non. Ce qui met en avant l'importance de la prévention. Le but, c'est de ne pas se faire piquer par une tique ou d'être capable de la voir et de la retirer suffisamment tôt pour ne pas avoir la maladie de Lyme. Donc, après cette présentation, est-ce qu'on a des cas au Québec? Oui, bien sûr. Les premiers cas ont été identifiés en 2006, puis depuis, on observe une augmentation du nombre de cas déclarés dans la province. Sur le graphique, vous pouvez voir en orange, ce sont tous les cas qui ont été acquis au Québec. On est certain que les gens n'ont pas quitté le territoire et c'est vraiment au Québec qu'ils se sont fait piquer et ont attrapé la maladie de Lyme. Puis en gris, ce sont les personnes qui l'ont acquis en dehors du Québec, donc à l'occasion d'un voyage en Europe, aux États-Unis ou en Ontario, où il y a aussi des régions à forte endémicité. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de cas qui sont acquis au Québec depuis 2006. Donc, pour les derniers chiffres, en 2020, sur le site du ministère, on indiquait 273 cas déclarés, dont 247 acquis au Québec. Où est-ce qu'on retrouve ces cas? C'est surtout dans le sud du Québec, en Montérégie et en Estrie principalement. On a aussi de plus en plus de cas vers l'Outaouais. C'est encore très restreint vers le sud du Québec, mais on pourrait voir une progression plus vers le nord dans les prochaines années. Dans le reste du Canada, dans le reste du Canada, on a aussi des zones endémiques avec présence de tiques et des cas humains qui sont rapportés. Donc, beaucoup dans les maritimes. L'Ontario est la province où il y a le plus de cas déclarés. Le sud, toujours le sud de l'Ontario. On a aussi quelques cas vers Winnipeg, Manitoba et aussi un petit peu dans le sud de la Colombie-Britannique. Donc, le Québec est quand même dans les principales provinces les plus concernées par la maladie de Lyme, avec l'Ontario et les Maritimes. Donc, comment on explique cette émergence de la maladie de Lyme au Québec et son évolution? L'un des facteurs principaux, c'est les changements climatiques et environnementaux qui y sont associés.
ces changements climatiques vont avoir différents effets sur tout l'écosystème de la tique. Ça va avoir un effet sur le comportement de la faune, sur les oiseaux migrateurs qui apportent les tiques depuis les régions endémiques aux États-Unis, puis qui les apportent au printemps plus au nord, dont dans les régions au nord du Québec. On va avoir aussi donc une modification du comportement des souris à pattes blanches, puis des cerfs de Virginie qui sont capables d'étendre leur territoire plus au nord. Le fait qu'on ait des changements climatiques avec des saisons, des hivers moins froids, des saisons chaudes plus longues, ça permet à la tique de mieux survivre pendant l'hiver, puis d'avoir une saison de reproduction plus courte, enfin, d'accélérer son cycle de reproduction d'une année sur l'autre. On a aussi un changement du couvert végétal avec des forêts de feuillus qui vont aussi évoluer vers le nord. Et puis les changements climatiques ont aussi un impact sur le comportement humain. Donc forcément, s'il fait plus beau, plus chaud, on va avoir plus tendance à aller dehors, faire des activités de camping, de randonnée, en étant peu couvert, ce qui fait qu'on va être plus à même d'être exposé aux piqûres de tiques. Donc, comment la maladie de Lyme est surveillée au Québec? Donc, l'objectif de notre système de surveillance, c'est d'identifier les lieux où les personnes sont susceptibles d'être en contact avec la tique. On veut essayer de voir quelles sont les zones à risque pour la population québécoise, comprendre comment ces zones évoluent au fur et à mesure du temps, comment la tique progresse sur le territoire québécois. Le but étant de cibler les mesures préventives pour qu'elles soient mieux appliquées par la population. Donc, on essaye d'intégrer toutes ces données de surveillance pour évaluer en fait le niveau de risque d'acquisition de la maladie de Lyme suite à une piqûre de tique. Donc, comment on arrive à atteindre ces différents objectifs? On a 3 systèmes de surveillance en parallèle. Donc, on a d'abord la surveillance des cas humains. La maladie de Lyme est à déclaration obligatoire depuis 2003 au Québec. C'est une surveillance qui se fait en continu toute l'année et en fait, donc les cas humains qui répondent aux définitions nosologiques sont déclarés au DSP, aux directions de santé publique, donc aux régions où les gens se sont fait soigner finalement. Et puis, tous ces cas humains sont rapportés dans un registre géré par le ministère de la Santé. Le deuxième système de surveillance, c'est la surveillance passive, qui est mis en place par le Laboratoire de santé publique du Québec depuis 1990 et qui a lieu dans tout le Canada. Donc, cette surveillance repose sur la participation volontaire des cliniques médicales et vétérinaires. Donc, si une personne se fait piquer par une tique, trouve une tique sur elle ou sur un animal, sur son animal domestique, elle peut aller voir le médecin, l'hôpital ou aller voir le médecin vétérinaire et rapporter la tique. Et cette tique sera envoyée à analyser au laboratoire de façon à avoir un décompte du nombre de tiques sur le nombre de tiques rapportées par les gens sur le territoire, savoir où est-ce que les gens se sont fait piquer, si c'était plutôt un humain, un animal, et puis est-ce que cette tique était porteuse de la bactérie, donc de Borrelia burgdorferi. Puis le troisième système, c'est une surveillance acarologique active. Cette fois, on n'attend pas que les personnes nous rapportent des tiques, c'est nous qui allons sur le terrain voir où est-ce qu'il y a des tiques. Donc cette surveillance a lieu depuis 2014. On échantillonne des parcs et des boisés accessibles au public. Puis on a un protocole qui est standardisé. Tous nos sites sont faits de la même manière de façon à pouvoir comparer les données entre elles. Donc la surveillance active, qui est peut-être moins familière à certains, comment ça se passe en pratique? C'est pas très compliqué d'attraper des tiques. Ce qu'on fait, c'est qu'on choisit d'abord un milieu qui nous paraît adéquat pour la population de tiques, donc un boisé plutôt feuillu. On y va à des heures de la journée où il fait pas trop chaud, où il pleut pas. Et puis, on a simplement un morceau de flanelle blanche de 1 mètre par 1 mètre qu'on tire derrière nous. Puis le fait de marcher dans la forêt et de tirer notre morceau de flanelle, ça simule le passage d'un animal, ça va interpeller la tique qui va s'accrocher à la flanelle. On marche sur environ 25 mètres. Au bout de 25 mètres, on s'arrête pour ramasser les tiques qui se sont accrochées à la flanelle avec une pince et les mettre dans un petit flacon. Je pense qu'il y a d'autres photos après. Ok, donc là on voit à nouveau la flanelle qui est tirée dans la forêt, sur le chemin, donc dans les herbes basses, dans les feuilles mortes.
On regarde la flanelle si elle comporte des tiques, puis toutes les tiques sont ramassées. C'est assez petit, une tique, c'est comme une tête d'épingle, mais sur la flanelle blanche, avec un peu d'habitude, ça se voit assez facilement. On voit qu'elle bouge, on voit des petits points noirs qui bougent. Puis on arrive facilement à identifier les larves, les nymphes et les adultes. Donc on tire la flanelle sur un trajet de 2000 mètres. Et puis différents sites sont échantillonnés à travers la flanelle. On a un protocole qui nous permet de dire à quel endroit on veut aller pour qu'on ait plus de chances de trouver des tiques, ou c'est des endroits qui nous posent question parce qu'on sait qu'il y a des cas de maladie de Lyme dans ces zones-là, où il y a eu beaucoup de soumissions de tiques en surveillance passive, et on veut essayer de voir si on est capable de trouver des populations de tiques sur le terrain. Donc pour identifier les sites où on veut trouver des tiques, donc on repère, donc comme je disais, est-ce que c'est des forêts de feuillus? C'est plus favorable à l'habitat des tiques. On veut une température supérieure à 4 degrés, donc on fait l'échantillonnage entre mai et septembre en général. Et puis on évite les zones trop chaudes, puisque la tique va éviter tout ce qui est trop chaud ou trop froid. On choisit aussi des zones qu'on sait qui sont accessibles au public, parce qu'on veut pas forcément échantillonner des zones au hasard au Québec, on veut échantillonner des zones qui vont être des zones d'exposition possibles à l'homme. Donc on choisit des parcs qui sont fréquentés par le public, qui sont périurbains. On essaye d'échantillonner le long des sentiers, puisque la plupart du temps, les gens vont marcher sur le sentier ou à proximité, mais ne vont pas aller au milieu du bois. Puis bien sûr, il faut que le site soit accessible. Donc toutes ces surveillances ont leurs avantages et leurs inconvénients, leurs avantages et limites. Donc la surveillance des cas humains, c'est une méthode qui est standardisée. On a un suivi spatio-temporel dans le temps. On peut voir l'évolution du nombre de cas dans le temps. Mais ça dépend de la définition nosologique. Certains cas ne vont pas être inclus dans cette définition. Ils seront traités par leur médecin sans problème, mais nous, on ne va pas les avoir, on va pas les capter dans notre surveillance. Donc, on n'a pas une idée de la prévalence réelle. Il y a toujours l'enjeu du lieu d'acquisition. Quand la personne vient chez le médecin avec ses symptômes, la personne n'a pas forcément vu la tique, ça fait plusieurs jours ou mois qu'elle a été piquée par la tique. Elle ne peut pas forcément dire exactement où est-ce qu'elle s'est fait piquer. Donc, il y a une enquête qui permet d'identifier la zone la plus probable, mais on est toujours un peu limité de ce côté-là. Concernant la surveillance passive, ça concerne l'ensemble du Québec, donc ça donne une très bonne idée de la distribution géographique des tiques. On sait jusqu'où on peut en trouver. Par contre, on est limité parce que c'est une base volontaire, il faut que les gens soumettent leurs tiques. On a aussi un problème de capacité du laboratoire. Si les gens soumettent beaucoup trop de tiques, si on est submergé par le nombre de tiques, ça peut poser aussi problème à ce type de surveillance. On est très dépendant de où est la population humaine. Toutes les zones où il n'y a pas de fréquentation humaine au Québec, on n'a aucune idée de ce qui se passe à ce niveau-là en termes de surveillance passive. Puis le lieu d'acquisition peut être aussi compliqué si la personne a été dans 3 régions différentes dans les derniers jours. Ça va être difficile pour elle de dire où est-ce qu'elle a trouvé exactement la tique. Puis pour notre surveillance active, on a d'autres avantages. Cette fois, on est capable de dire à cet endroit précisément, on peut évaluer la densité de tiques, ce qu'on n'était pas capable de faire avec la surveillance passive. On peut avoir une bonne idée du taux d'infection des tiques, parce que là, on a vraiment accès à une population, puis on peut dire combien il y en a, la densité, c'est quoi les stades, et est-ce qu'elles ont un haut taux d'infection ou pas. Par contre, c'est une méthode qui est très coûteuse en temps et en logistique, ce qui fait qu'on est limité dans les sites qu'on peut aller échantillonner au Québec. Puis la méthode de la flanelle n'est pas non plus sensible, ne permet pas de détecter toutes les tiques. Si on y va à un moment où il fait trop chaud et les tiques sont plutôt ne sont pas en mode essayer d'attraper un hôte, on va dire, elles vont pas s'accrocher à la flanelle et on va pas les voir. Donc ne pas trouver de tiques sur une flanelle ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tiques du tout dans le terrain échantillonné. Donc en observant tous ces avantages et ces limites, ce qui a été fait au Québec, ça a été d'essayer d'intégrer ces différentes surveillances
pour essayer d'estimer le niveau de risque par municipalité. Donc, des indicateurs ont été créés pour chaque type de surveillance pour essayer de définir est-ce qu'on avait un niveau de risque élevé, modéré ou faible dans chaque municipalité. Ce qui nous permet de faire une carte de risque qui est revue chaque année. Et ça permet aussi, au Québec, on peut, dans certaines circonstances, donner une prophylaxie post-exposition à une personne qui s'est fait piquer par une tique. Donc, il s'agit d'une dose de doxycycline qui permet de limiter la maladie de Lyme, le fait de contracter la maladie de Lyme si cette dose de doxycycline est prise suffisamment tôt dans le temps. Puis toute cette surveillance intégrée, c'est toute une collaboration entre donc l'INSPQ, mais aussi le ministère, l'Université de Montréal qui fait la surveillance sur le terrain, les régions qui nous aident à définir les zones où il faut aller, puis les laboratoires qui analysent toutes les tiques qui sont envoyées à travers la surveillance. Donc, qu'est-ce que ça donne? Voici la carte que vous pouvez retrouver sur le site de l'INSPQ qui est mise à jour chaque année. Donc, on voit les zones à risque. Donc, en orange, ce sont les zones les plus à risque de contracter la maladie de Lyme suite à une piqûre de tique. Donc, c'est les zones où on estime qu'il y a eu assez de cas humains, donc plus de 3 cas humains, qu'il y a eu suffisamment de soumission de tiques, puis aussi, ou bien que les tiques qu'on a trouvées sur le terrain nous indiquent que les populations de tiques sont présentes ici, elles sont endémiques au Québec et elles sont capables de transmettre la maladie de Lyme. Les zones jaunes sont ce qu'on appelle à risque présent, donc on a des bons indices, mais c'est pas aussi, le niveau de risque n'est pas aussi élevé que les zones oranges. Puis le risque reste possible dans tout le reste du Québec parce qu'on peut trouver des tiques dans toutes les zones du Québec qui sont apportées par les oiseaux migrateurs. Donc, au-delà de cette surveillance qui nous permet donc de définir des zones à risque qui aident les médecins, qui aident les régions, qui aident la santé publique à se positionner et à mettre en place des mesures de prévention. Ce qu'il faut ensuite, c'est d'arriver à atteindre la population pour les sensibiliser aux mesures de prévention, notamment les travailleurs extérieurs, et puis aussi les citoyens, la population générale qui est peut-être moins à même de consulter cette carte. Donc, je vais laisser Carl présenter la suite de la présentation. Oui, merci Marion. Je vais juste voir si je suis capable de changer les diapositives. Oui, voilà. Donc voilà, pour la deuxième partie, faire suite à ce que Marion réexpliquait, justement, le portrait de surveillance le programme de surveillance intégré de la province nous permet d'avoir un portrait annuel des zones à risque qui va fournir des indications, surtout pour les acteurs de santé publique pour soutenir la prise de décision, mais au niveau de l'éducation, de la sensibilisation, de la prévention de la population, des professionnels ou des travailleurs, ça se fait complètement à part. Puis évidemment, c'est un enjeu à part entière là, qu'il faut adresser. Puis le niveau de conscientisation aussi est différent d'une population à l'autre, donc chez les professionnels de la santé, chez la population générale, chez les travailleurs. Ça va varier beaucoup, surtout d'une région à une autre, certains qui sont plus endémiques que d'autres. Donc voilà, c'est donc ça que je vais vous présenter dans les prochaines sections. D'abord, dans un premier temps, je vous fais ici un tout petit portrait non exhaustif là, des outils de sensibilisation qui existent. Je les ai divisés par leur appartenance, là, donc à gauche, ceux qui sont de la province, ceux du fédéral au milieu et ceux développés par l'Institut à droite. Je sais que les images sont petites, là, mais c'est vraiment juste pour donner un portrait général. Évidemment, il y a beaucoup d'informations qui circulent, différents moyens de cibler des populations différentes. Du côté provincial, on a, je crois que c'était en 2018 là, qu'ils ont fait une campagne de sensibilisation, autant sur Internet, à la télévision, à la radio, également avec des pamphlets, des affiches aussi, ou même des affiches en sentier. Il y a aussi dans les DSP qui ont, par exemple, celui de la Montérégie, là, qui avait fait un pamphlet intéressant sur comment emménager son terrain pour limiter la propagation des tiques sur son terrain pour pouvoir profiter de son terrain sans se considérer à risque. Au fédéral, des outils bilingues de toutes les sortes, là, en passant des infographies sur les outils, les pamphlets à avoir sur soi dans son portefeuille,
les affiches. Plus intéressant, il y avait des vidéos pour les enfants, des vidéos pour les adultes. En jaune, ici, on a aussi un module qui était une espèce d'exposition itinérante qu'on pouvait louer gratuitement. Je crois qu'elle est toujours disponible, qu'on pouvait donc avoir dans sa municipalité ou dans un musée, par exemple, pour faire la sensibilisation. Il y avait aussi des adaptations pour les Premières Nations. Je ne suis pas complètement sûr là, si c'était... c'était une belle initiative, là. Ça reste que les mesures de prévention restent les mêmes là, pour tout le monde. Et puis finalement, à droite, les outils pour développer par l'Institut qui, eux, se concentrent un petit peu plus sur les travailleurs, sur les employeurs, donc des recommandations dirigées pour chacune de ces deux classes-là. Aussi, un guide d'identification d'éthique qui a été fait en partenariat avec le Laboratoire de santé publique du Québec et une formation interactive qui cible exactement ces mêmes populations-là, mais sur une plateforme différente, un petit peu plus ludique, un petit peu plus interactive, que vous pouvez trouver gratuitement sur le site de l'Institut, une dizaine de minutes à peu près, qui couvre les bases de la prévention, mais aussi là, la biologie de l'éthique, puis comprendre d'où ça vient, puis tout ça. Donc ça, c'était pour les outils de sensibilisation. Évidemment, pourquoi est-ce qu'on fait de la sensibilisation chez les travailleurs plus spécifiquement? C'est nécessairement tout simplement parce qu'ils ont une exposition accrue aux habitats où on peut retrouver des tiques. Donc, on considère que leur risque d'acquisition de la maladie est quand même accru, euh, même si on sait que toute personne qui est en contact avec les environnements tiques est nécessairement à risque de l'attraper. Ici, listé à l'écran, là, encore une fois, une liste non exhaustive d'emplois qui sont considérés un petit peu plus vulnérables. C'est quelque chose qui est assez bien documenté dans la littérature, ou en tout cas de plus en plus. On peut parler principalement, là, c'est les travailleurs forestiers, les travailleurs agricoles, aussi les travailleurs sur les bases militaires et de plus en plus les travailleurs étrangers temporaires, des travailleurs immigrants, donc qui sont ici de manière parfois temporaire, qui sont considérés comme ceux qui sont les plus vulnérables à l'acquisition de la maladie dans un contexte professionnel. Euh, Parmi les différents facteurs rapportés, là, les facteurs de risque, on parle évidemment de la nature des tâches de leur travail, les lieux et les conditions de travail, les mesures d'hygiène et de protection individuelle, et aussi ben, les lacunes réglementaires, par exemple le fait, l'absence d'obligation légale d'effectuer un test de dépistage, par exemple, avant de s'exposer ou d'avoir des examens médicaux périodiques pour le faire. Puis on comprend évidemment que c'est assez logistiquement parlant un peu compliqué, mais en sachant le niveau de risque dans certaines régions, ça serait encouragé. Je vous invite d'ailleurs à consulter un document qui a été publié par l'Institut, par une de nos collègues, Laurie Maud-Drapeau, une revue de littérature sur les zoonoses priorisées, qui a été publiée, je crois, la semaine dernière, qui aborde justement, entre autres, les aspects pour la maladie de Lyme. Je peux aussi prendre une petite seconde pour faire une parenthèse d'actualité sur le projet de loi 59, aussi appelé PL 59, parce que c'est d'actualité. C'est un projet de loi qui est présentement à l'étude. Vous êtes peut-être déjà au courant, qui vient entre autres dépoussiérer deux lois, notamment la loi sur la santé et sécurité du travail qui date de 1979. Puis malgré certaines controverses là, par rapport aux propositions du projet de loi, ça propose quand même des avancées non négligeables pour les travailleurs, notamment en ce qui a trait à la maladie de Lyme, parce que un amendement qui a été accepté par le ministre Boulet pour ajouter la maladie de Lyme au registre des maladies professionnelles, ce qui est important parce que d'emblée, les maladies qui font partie de ce registre-là bénéficient d'une certaine présomption ou en tout cas ça vient renverser le fardeau de la preuve, c'est-à-dire que il en revient maintenant à l'employeur de faire la preuve de la démonstration comme quoi la maladie aurait été acquise ailleurs que sur le milieu de travail plutôt que l'inverse. Donc, c'est la toute petite parenthèse que je voulais faire là-dessus. Avant d'en ouvrir une deuxième, je vais faire une parenthèse sur les mesures de prévention, faire un petit rappel tels qu'ils sont présentés dans notre module, dans notre formation en ligne interactive, ou en tout cas une adaptation. Comme le disait tout à l'heure Marion, les tiques se trouvent principalement dans les milieux boisés, les forêts ou en bordure des milieux forestiers, dans les herbes hautes, les amas de feuilles mortes, les arbustes ou les broussailles, donc surtout au niveau du sol.
Ce qui est important aussi peut-être un mythe à déconstruire, c'est que c'est pas nécessairement en fonction de la date ou en fonction des saisons, mais vraiment plus en fonction de la température. Donc, on sait que les tiques vont être actives au-dessus de 4 degrés Celsius, une température qui peut être atteinte même en hiver. Donc, on peut vraiment se faire piquer par une tique si on est exposé aux bons endroits, à peu près à n'importe quel moment dans l'année. Donc voilà pour ça. Ici, au niveau des mesures de prévention, je vais passer très rapidement là, pour faire un rappel surtout. Les mesures de prévention, je les ai séparées par ordre chronologique. Donc, avant les activités dans un milieu à risque, pendant les activités dans un endroit à risque et après. Donc, si on se présente si on se prépare avant de faire des activités dans un milieu où on sait qu'on pourrait être exposé aux tiques, on va essayer de porter un chapeau, de s'attacher les cheveux, porter des vêtements longs, donc manches longues et pantalons, qu'on va rentrer son chandail dans le pantalon, rentrer le pantalon dans les chaussettes pour essayer de couvrir toutes les portes d'entrée de la tique sur la peau. On va se couvrir également, utiliser un chasse-moustique ou un insectifuge, idéalement à base de DEET ou des caridines, en suivant les recommandations soit de Santé Canada, soit du fournisseur. Il faut faire un choix en fonction, par exemple, on n'utilisera pas la même quantité ou le même genre de produit en fonction de la nature de l'activité, mais aussi chez un enfant, par exemple, ou chez une personne enceinte, on n'utilisera pas les mêmes. Idéalement, des vêtements de couleur claire, non pas comme avec les moustiques qui préfèrent les couleurs obscures, mais plutôt parce que ça permet de repérer plus facilement les tiques sur une couleur claire parce qu'elles ont une couleur plus foncée. Donc, forcément, c'est ça, comment on se prépare avant les activités. Pendant les activités, ben ça, ça prend pas la tête à Papineau, c'est tout simplement d'essayer de rester sur les sentiers, éviter d'entrer en contact avec la végétation autant que possible et de diminuer le temps d'exposition. Donc, si on est dans une zone, par exemple, qui est bien identifiée comme une zone où on a déjà repéré des tiques, bien, essayer de limiter ses activités dans ces zones-là autant que possible. Après ça, après les activités, puis là, c'est vraiment le nerf de la guerre ou le clé du succès, c'est vraiment de l'inspection rigoureuse à la sortie des sentiers ou de l'habitat où on trouve les tiques. Ça peut se faire soi-même, ça peut se faire en tandem ou avec l'aide de quelqu'un, notamment pour le dos ou pour les endroits un petit peu plus difficiles à observer soi-même. Ça, c'est vraiment comme ça qu'on va retrouver les tiques. Puis ça permet de les enlever automatiquement, les retirer très rapidement après la piqûre, ce qui est comme l'expliquait Marion, diminue beaucoup les chances d'avoir une transmission des pathogènes. On va aussi essayer de prendre une douche dans les 2 heures après les activités pour encore une fois essayer La douche est évidemment un bon moment pour faire l'auto-inspection. Et puis placer les vêtements ou nettoyer aussi tout le matériel qu'on aurait pu avoir avec nous. Par exemple, en le plaçant à la sécheuse si c'est possible pendant environ 10 minutes pour éviter qu'il y ait des tiques qui nous suivent jusqu'à la maison. Ici, peut-être une parenthèse pour mentionner aussi de ne pas oublier, quand on parle de l'auto-inspection, on va sûrement penser aux chevilles, aux jambes ou aux parties du corps qui sont exposées, mais il ne faut pas oublier que les tiques vont se déplacer sur le corps, puis que statistiquement parlant, il y en a beaucoup qui vont se retrouver au niveau du groin ou de la fourche. Donc, c'est important de vraiment regarder au-delà des endroits où qui est exposé à l'air libre. Et puis aussi, un autre point important dans la prévention, c'est de faire un bon aménagement du terrain. Donc ça va pour les responsables de parc, mais aussi chacun chez soi. Ça peut s'appliquer, donc d'avoir des aires où on va avoir un entretien de la verdure, donc couper les herbes hautes ou la pelouse, avoir les terrains d'alimentation ou de jeu qui sont bien dégagés, avoir un sentier qui est assez large pour permettre la circulation, puis éviter d'avoir des rongeurs ou des petits mammifères comme la souris à pattes blanches, par exemple. Donc, éviter, par exemple, d'avoir un entreposage de bois ou quelque chose, quoi que ce soit qui pourrait favoriser ou encourager la présence de ces animaux-là, parce que nécessairement, s'ils véhiculent l'éthique avec eux, ils pourraient les introduire sur le terrain. Maintenant, c'est la fin de la petite parenthèse sur les méthodes de prévention. Je vais vous parler maintenant d'initiatives allant au-delà des méthodes de surveillance. En revenant un peu sur ce que Marion a présenté plus tôt, le programme de surveillance intégré est très solide, puis il permet
de dresser le portrait de la zone de risque à chaque année. Par contre, il y a aussi certaines lacunes, notamment des contraintes logistiques, des contraintes humaines, financières, etc., qui font en sorte que, par exemple, il faut avoir un personnel qui est formé pour faire l'échantillonnage, qui est disponible durant les bonnes périodes, qui doit se déplacer sur un territoire qui est toujours plus grand, donc couvrir plusieurs régions du Québec pour faire des échantillonnages. Des fois, il y a des contraintes climatiques ou météorologiques qui font en sorte que les échantillonnages doivent être reportés, avoir des accès, des autorisations sur certaines propriétés. Donc, ça fait en sorte que il y a certaines lacunes à laquelle on pourrait essayer de trouver des solutions. Et puis, il y a différents projets qui sont déjà avancés là-dessus. Et puis, l'une des options qui est de plus en plus populaire, c'est celle de la science citoyenne, avec laquelle vous êtes probablement déjà familier, qui gagne beaucoup en popularité. On la voit beaucoup dans la littérature, dans les médias. Moi, je dis sciences citoyennes, mais ça peut être aussi sciences collaboratives ou participatives, crowdsourcing en anglais. Donc, ça, c'est n'importe quelle forme de science ou de production de connaissances scientifiques auxquelles on a des acteurs qui ne sont pas professionnels ou scientifiques. Puis, ils vont avoir des rôles différents. Il y a des applications là, vraiment de plus en plus diverses, donc soit en écologie ou en conservation, gestion des espèces invasives, de plantes, d'animaux, de poissons, de moustiques, ou encore pour favoriser la protection d'autres espèces. On peut parler des abeilles, des oiseaux, repérage d'événements météorologiques, etc., etc., là, ou même aux côtés de la pollution, changement climatique et tout ça. Donc voilà, je ne ferai pas le gros le topo complet de la science citoyenne, mais tout ça pour dire que c'est une des avenues qui est encouragée pour faire la gestion justement de la maladie de Lyme ou de la surveillance, parce que ça vient répondre entre autres à des différentes lacunes que je venais tout juste de vous présenter. Qu'est-ce que je peux d'autre dire? Donc, une des applications qui a été mise de l'avant en prenant à saveur de sciences citoyennes au courant des dernières années à l'Institut, c'était un projet de formation d'ambassadeurs ou une formation de formateurs où l'idée était que l'Institut formait des ambassadeurs ou des formations de nouveaux formateurs en partenariat avec CNC, Conservation de la Nature Canada, qui est un organisme à but non lucratif pan-canadien, qui a des propriétés un peu partout au Québec et ailleurs. Et donc, par l'entremise de ce partenariat-là, on avait accès à différentes propriétés, différents partenaires du réseau qui ont été formés pour faire de la sensibilisation, des activités de sensibilisation de leur côté, mais aussi des activités d'échantillonnage. Donc là, on venait répondre à un double besoin, c'est-à-dire en sachant que les travailleurs et les citoyens avaient un besoin très bien formulé de sensibilisation, d'information par rapport à la maladie de tic, qu'on sait qui est un sujet d'actualité, un sujet assez chaud, mais en même temps qui vient répondre à un besoin d'échantillonnage sur un terrain toujours plus grand. Donc, on venait un peu répondre à ces deux besoins-là avec faire une pierre deux coups, autrement dit. La manière qu'on a procédé, c'est, je ne rentrerai pas dans trop de détails, mais vous avez ici la ligne du temps là, de ce qui s'est déroulé en 2019. Donc, les gens se sont présentés à des ateliers en présentiel durant le mois de mai, durant des ateliers durant lesquels on aura présenté une formation développée spécifiquement pour les nouveaux ambassadeurs et dans lequel on leur a donné tout le matériel, une espèce de trousse de départ pour faire de la sensibilisation, mais aussi pour faire l'échantillonnage de façon autonome et sécuritaire. On leur a aussi donné un minimum de matériel de sensibilisation, puis après ça, on leur a donné carte blanche durant la saison estivale de juin à septembre pour faire des activités de sensibilisation et d'échantillonnage qu'ils ont ensuite documenté et qu'on a analysé au courant de l'automne et de l'hiver suivant. Ici, là, je vous ai donné des exemples visuels là, de ce qui s'est fait. Par exemple, un transect, un échantillonnage qui s'est fait à Grondines, là, dans la proximité entre Québec et Trois-Rivières, où on voit les exemples de l'arrivée ou du départ, les photos des environnements qui ont été sondés dans le cadre de ce projet-là. Ici, une carte, je sais que c'est un peu palette, là, mais vous avez un portrait global des différentes activités
Je m'excuse si c'est en anglais, là, mais donc en orange, vous avez les différents secteurs qui ont été où on a eu des activités de sensibilisation, en jaune, les activités de formation des ambassadeurs, en rose, mauve, ce sont les activités d'échantillonnage où on n'a pas trouvé de tiques, et en rang ou en vert, les endroits où on a effectivement trouvé des tiques, des données qui ont pu ensuite être compilées et puis ajoutées au programme de surveillance ou comparées au programme de surveillance pour voir les zones où on avait des données complémentaires ou des nouvelles informations à colliger. Ce qui est intéressant, comme vous le voyez ici, c'est qu'avec seulement 3 ateliers de formation donnés par un même formateur, on a été capable d'avoir des activités de sensibilisation dans 7 régions socio-sanitaires, sur donc un territoire assez large de couverture. Ici, vous avez le bilan des activités. Comme je viens de le dire, là, on a 18 ambassadeurs qui ont été formés, mais au total, à peu près 1860 personnes qui ont été directement sensibilisées par ce projet-là, dont à peu près une dizaine, 10% qui étaient en santé au travail, donc directement des travailleurs. Puis ça, c'est très probablement sous-estimé. Il y en avait probablement beaucoup plus que ça parce qu'il y a des activités qui étaient à grand public puis qu'on n'a pas comptabilisé le nombre exact de personnes qui étaient présentes. 28 activités d'échantillonnage, 28 activités de sensibilisation, certaines qui étaient répétitives. Certaines, comme je disais, c'était à carte blanche, certaines étaient en mode virtuel, à distance, d'autres qui étaient en présentiel, ce qui est plus vraiment le cas à l'heure actuelle. Mais donc voilà, une réception super positive puis qui montre bien des bonnes débouchés. Si je reprends le tableau de Marion plus tôt, là, ça vient répondre à plusieurs limites du programme de surveillance. On voit en bas ici à l'écran en gris. C'est beaucoup plus économique. On a une large couverture. Ça nous offre une flexibilité sur le terrain parce que les gens sont déjà présents. Puis c'est aussi des acteurs de première ligne. Donc, c'est des gens, par exemple, des gens qui travaillent dans les parcs. C'est des gens qui côtoient cette réalité-là au quotidien, mais aussi des gens qui côtoient la population au quotidien. Donc, c'est à eux qu'on va poser les questions. Donc, c'est important que ces personnes-là aient la bonne information. Un bon exemple des retombées à long terme, c'est que parmi les personnes qui ont été sensibilisées ou qui ont été formées, on a les gens de l'équipe de la nation Huron-Wendat qui se trouve à Wendake, dans la région de Québec, le terrain du Nyon-Watio, qui est leur territoire autochtone, qui est ici délimité en rose, un large territoire. Puis là, eux, ils sont entièrement autonomes, puis ils colligent des données qui sont annexées au programme de surveillance. Puis c'est super intéressant parce que c'est exactement ce qu'on voulait faire, puis ce qu'on aspire à faire. En terminant, un dernier point aussi, un autre exemple d'initiative qui met à contribution les citoyens, c'est le programme e-TIC qui est développé entre autres par l'Université Bishop, qui gagne du terrain aussi d'année en année de plus en plus grand, qui a commencé au Québec puis qui se retrouve maintenant dans presque toutes les provinces, qui permet d'envoyer des soumissions de TIC à partir d'une application cellulaire en prenant des photos qui nous permettent de les identifier seulement sur une base photo, puis qui sont colligées sur une base en temps réel. Qui vient encore une fois compléter ce que les programmes de surveillance de chacune des provinces va mettre en exécution. Donc voilà, c'est ce qu'on avait à vous présenter aujourd'hui. Pour le restant du temps, je pense qu'on va avoir une petite séquence de questions ou de discussions. Je ne sais pas, est-ce que Mireille, est-ce que tu fais la gestion des questions ou est-ce qu'on l'a fait nous-mêmes? Je vais animer la période de questions. Parfait. Donc, je vais juste voir s'il y a, parce que je n'ai pas vu de questions dans le chat. Donc, j'inviterai peut-être les personnes à lever leurs mains pour voir si quelqu'un veut prendre la parole. Donc, je vais aller voir parmi les participants. Il y a Manon Cronier qui aimerait. Donc, juste peut-être, oui, allez-y. Oui, bonjour. Je suis de la belle région du Pontiac dans l'Outaouais, une région, je crois, endémique pour les tiques parce que tous les fins de semaine, j'en retrouve et j'en enlève. Alors, ma question, c'est opinion. J'aimerais connaître votre opinion sur le test Care Plus à tiques qui est au fait de la compagnie néerlandaise Tropicare. Je l'ai déjà essayé, je vous avoue, mais j'aimerais connaître votre opinion sur ce genre de test-là que je trouve un peu intéressant dans le fond là, parce qu'il peut détecter la bactérie. Et voilà. Est-ce que c'est un test? Moi, je ne connais pas du tout ce test. Est-ce que c'est un test à faire sur la tique qu'on trouve ou est-ce que c'est pour tester la personne qui s'est fait piquer?
Vraiment, là, c'est pour savoir là, si la tique a la bactérie. Et c'est la Fondation canadienne de la maladie de Lyme qui est en train de regarder à ce niveau-là aussi. Et je sais qu'il y a des tests qui se font à Ottawa. Ils sont en train d'évaluer la fiabilité de ce test. Mais oui, évidemment, là, ça me fait penser un peu à un test de grossesse. Il y a une procédure quand même, là, mais ça va vous dire si c'est négatif ou pas. Alors, ce que ça dit, c'est est-ce que la tique est porteuse de la bactérie, oui ou non? Moi, je trouvais ça intéressant dans ma région parce que, comme je vous dis, on en trouve énormément. À chaque fois que je vais dehors, il faut que je fasse l'auto-évaluation parce qu'il y en a. Mais c'est au fait ce que ça nous fait ici, on l'utilise, même si on ne connaît pas la fiabilité à 100%. Mais je me dis que si la tique, à un moment donné, elle est positive, ça va me permettre de dire, OK, gars, je ne prends pas de chance, j'ai eu la tique sur moi, je ne sais pas combien de temps il était là, ben, je vais aller prendre le traitement. Fait que c'est ça, là. Mais j'aurais vraiment, en tout cas, voulu connaître les opinions sur ce point-là. Je peux commencer une réponse. Je ne suis pas au fait de tous les tests, c'est vraiment pas mon domaine. La seule chose, c'est que, évidemment, si la tique est positive, c'est sûr que ça donne une indication. Maintenant, ça dépend à quel moment on l'a enlevé. C'est pas automatique d'avoir la maladie de Lyme, donc faut pas que non plus paniquer pour autant. L'inconvénient que je verrais, c'est plutôt si la tique est négative, qu'il y a un faux sentiment de sécurité, parce que peut-être que cette tique-là est négative, mais peut-être que vous n'avez pas vu d'autres tiques sur vous qui, elles, étaient positives. Fait que ça peut laisser croire aux gens, c'est bon, cette tique-là, elle est négative, j'ai pas besoin d'aller voir le médecin si j'ai des symptômes, alors que peut-être que si. Donc, c'est comme la plupart des tests, finalement, il faut bien réfléchir et expliquer l'interprétation du positif, mais aussi du négatif. Mais je ne pourrais pas m'avancer sur la fiabilité, est-ce qu'il y a des faux positifs ou négatifs, c'est vraiment pas mon domaine. Mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Merci. Mais il y avait Dr Soto puis, qui avait levé la main, donc je ne sais pas. Allez-y. D'accord, merci. Merci beaucoup Marion et Carl de la présentation, très belle présentation d'ailleurs. Regardant un peu surtout la dernière diapo de Carl, en laquelle on voit une petite tique qui se promène de droite à gauche et après ça toute une multitude. Et en se rappelant sur la courbe d'évolution que tu as montré Marion aussi dans les derniers 10 ans, surtout au Québec, des cas natifs au Québec, et tous les efforts qui sont déployés au niveau de la surveillance que vous avez montré, il semble qu'on ne réussisse pas, en tout cas, on n'évidence pas encore un effet sur le problème lui-même. Je me demande s'il y a des études ou des évaluations qui ont été faites pour voir quelles mesures pourraient être peut-être beaucoup plus efficaces ou facteurs à réduire cette progression qui est pratiquement linéaire que nous observons. Et s'ils ont besoin peut-être des autres indicateurs qui nous donneraient beaucoup plus sur la distribution géographique et sur les actions, même au niveau clinique, qu'on connaît par exemple, c'est quoi le taux de succès des traitements de tous ces patients qu'on peut consulter. Enfin, ça pose beaucoup de questions, mais c'est pas trop... on a besoin de grands modèles prédictifs pour voir que ça continue à monter encore. J'aimerais avoir une réflexion, une réponse à ce niveau-là. Vaste question. Il y a plusieurs choses, je ne sais pas si je vais répondre à tout, mais il y a plusieurs choses, c'est que, à mon sens, si on a de plus en plus de cas, c'est aussi qu'on arrive mieux à identifier la maladie de Lyme. Les médecins de première ligne sont plus au fait de c'est quoi la maladie de Lyme. Les gens qui se font piquer ou qui vont dans un parc un week-end vont plus allumer sur le fait que c'est peut-être la maladie de Lyme. C'est rendu une maladie plus connue par tout le monde, donc on va, à mon avis, mieux l'intégrer dans le diagnostic différentiel, mieux la diagnostiquer plus tôt. Donc ça a forcément un effet sur le nombre de cas qu'on identifie. Donc ça peut être aussi une bonne chose de se dire il y a plus de cas, mais peut-être parce qu'on les voit mieux. Les traitements, de ce que j'en sais, c'est pas mon domaine, mais de ce que j'en sais, si c'est fait assez tôt dans la maladie, les patients répondent bien au traitement. Ça peut prendre plus de temps pour certains, mais la plupart, plus de 90% peut-être, récupèrent dans l'année en tout cas. Si c'est des gens qui sont pris vraiment plus tard, quand ils sont déjà au stade arthrite ou
des atteintes cardiaques, neurologiques, là, c'est autre chose. Mais je pense que j'ai l'impression que ça peut être bien pris en charge. Puis pour dans le futur, il n'y a pas de mesures qui vont empêcher la propagation des tiques. Elles sont là, il n'y a aucun moyen de les enlever. Elles vont progresser comme elles l'entendent. La seule manière de lutter, c'est de mieux sensibiliser les personnes pour qu'elles aient comme réflexe de « je vais me promener, je me check en rentrant », puis c'est tout. On le voit très bien au Connecticut que c'est la région initiale aux États-Unis où on a trouvé la maladie de Lyme. Puis au début, les gens étaient paniqués un peu comme ici. Puis maintenant, quand on retourne faire des études là-bas pour leur demander « qu'est-ce que vous pensez de la maladie de Lyme ?» Pour eux, c'est normal, il n'y a pas de problème. Et pourtant, ils ont des taux de prévalence bien plus élevés qu'ici, mais c'est intégré dans leur comportement, qu'est-ce qu'il faut faire. Puis autre chose, c'est qu'actuellement, la zone de distribution des tiques, c'est aussi la zone où la majorité des Québécois, les Québécois, on habite tous au sud, le long du fleuve, puis c'est là où il y a les tiques. Donc, même si les tiques progressent vers le nord, il n'y a pas forcément tant de population plus que ça. Donc, je ne suis pas sûre qu'on va avoir une courbe exponentielle toujours. Donc, à suivre. Mais c'est sûr que ça pose plein de questions, d'interrogations pour le futur. Merci beaucoup, Marion. Merci. Il y a 2 mains levées et je pense qu'il y avait un commentaire dans le chat. Donc, je vais laisser la parole à Gilles Delaunay. Donc, juste désactiver votre micro pour prendre la parole, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Gilles Delaunay, je travaille en santé publique en Outaouais. J'aurais aimé savoir si vous pensez donner d'autres formations pour des ambassadeurs. Puis, si ça va être ouvert aux associations de résidents, population plus générale la prochaine fois. Une excellente question, une question qui revient très souvent. À l'heure actuelle, on a un projet ambassadeur qui répète la même recette, mais qui se porte sur les maladies transmises par les moustiques. Donc, c'est la même recette, mais en changeant la thématique. Puis là, on aura des ambassadeurs, notamment en Outaouais. Par contre, pour ce qui est des tiques, il n'est pas dans les projets imminents là, de répéter de l'expérience avec les ambassadeurs, même si on sait que les ambassadeurs qui ont suivi la formation en 2019 sont toujours intéressés, mobilisés. Donc, c'est comme pour répondre simplement à la question, dans le futur à court terme, non, c'est pas prévu, mais on sait qu'il y a de l'intérêt. Merci beaucoup, Carl. Il y avait aussi Pascal Nérette qui avait une question. Oui, bonjour. Chez les chiens, 5% des animaux chez qui on a retrouvé des anticorps ont développé des signes cliniques reliés à la maladie de Lyme. Mais je me demandais chez l'humain, est-ce que vous avez ce genre de données? Quel pourcentage des gens qui ont été piqués par une tique, chez qui la tique a transmis la bactérie, vont développer des signes cliniques? C'est exactement la question que je me posais cette semaine. Non, on n'a pas de chiffres au niveau du Québec. Je ne sais même pas s'il y a des études qui portent là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup d'études de séroprévalence dans des populations, mais ça devient compliqué de retourner dans le temps, je pense, pour savoir est-ce que les gens avaient vraiment des symptômes. Et souvent, c'est des symptômes frustres, alors les gens ne se rappellent plus ou l'associent à autre chose. Donc non, malheureusement, on n'a pas j'ai même pas un ordre d'idée, je pourrais même pas vous dire un pourcentage qui développe des symptômes ou pas. Mais ça serait intéressant de le savoir. Merci beaucoup. Il y avait 2 autres questions dans le chat. Il y a Gabriel qui se demandait, pour avoir vécu en zone tropicale, je sais que les tiques piquent très souvent les bovins. Est-ce que les alentours des fermes dans certaines de nos régions pourraient devenir des lieux à surveiller? Alors, les tiques qui piquent les bovins, c'est plutôt les tiques molles, je pense, surtout en zone tropicale, les argacidés ou des choses comme ça. Mais de toute façon, suffit qu'il y ait un boisé, que ce soit autour d'un champ, un milieu agricole ou en ville. Ça peut être un milieu boisé en plein milieu d'une ville. S'il y a les conditions réunies par la tique, puis qu'elle a réussi à être importée par un oiseau migrateur ou par une souris, par un cerf, si l'environnement est propice, elle va s'y installer. Donc, c'est plus d'identifier les zones boisées
plutôt qu'un milieu d'élevage, je dirais. Je sais pas si Karl a autre chose à rajouter. Non, mais j'aurais dit la même chose spontanément. C'est plus le milieu boisé puis les conditions météorologiques, climatiques qui vont favoriser ça, mais que nécessairement dans un pays à l'autre, dans les endroits tropicaux ou même au Canada, en Amérique du Nord, on retrouve d'autres espèces de tiques qui n'ont pas le même tropisme, qui ne vont pas avoir les mêmes cibles. Donc oui, la majorité des tiques vont être opportunistes, ils vont s'attaquer aux premiers mammifères, premiers sacs de sang qui s'offrir à eux, mais ils ont quand même une préférence. Certaines vont s'attaquer. Il y a des tiques, il existe des tiques pour tout, là, pour les poissons, pour les reptiles, pour les oiseaux, pour les humains, les mammifères. Mais c'est pas toutes les piques qui transmettent les mêmes maladies et ne piquent pas toutes les mêmes autres. Donc, par exemple, dans un contexte tropical, chez les bovins, ça serait très probablement pas la tique à pattes noires qui transmet la maladie de Lyme. Merci beaucoup. On a le temps pour une dernière question de Sophie Blanchette. Donc, je vais simplement allumer votre micro. Oui, je ne sais pas si vous l'avez mentionné, mais est-ce que dans les données de surveillance, la proportion de tiques infectées demeure stable ou si ça a tendance à augmenter? Avez-vous cette donnée-là? Oui, on publie les données de surveillance. Je ne l'ai pas mentionné dans la présentation. Je ne voulais pas rentrer trop dans les détails, mais on peut retrouver toutes les données de surveillance sur le site de l'INSPQ. Chaque année, on donne les résultats des différents types de surveillance. Donc, on voit là qu'il y a une légère augmentation. On est dans les 20% de tiques infectées globalement, là, sur toutes les tiques trouvées au Québec. Donc, si vous voulez plus de détails, puis voir par région ou par type de surveillance, le mieux, c'est d'aller sur le site de l'INSPQ, juste en INSPQ Lyme, puis vous allez tomber sur la page. OK, merci. Merci beaucoup, Marion et Karl, pour cette super belle présentation. Juste pour vous dire que j'ai mis dans le module conversation le lien vers le questionnaire d'évaluation. Et il est également déposé sur la plateforme de la communauté de pratique. Donc, l'enregistrement de la conférence que vous venez d'entendre ainsi que leur présentation vont également être déposés sur la plateforme. Je vous rappelle que il nous reste 2 conférences web pour notre programme. La prochaine aura lieu le 9 juin et qui va porter sur l'évaluation du risque infectieux lors d'un bris de retraitement d'un dispositif médical. Donc là-dessus, au nom de l'équipe conseil de la communauté de pratique et ainsi que tous les membres de la communauté de pratique, je vous remercie, Karl et Marion, pour votre belle prestation et de votre disponibilité et je vous souhaite un bel après-midi. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.